Quand on parle des origines de l'Ayurveda, souvent on parle du coup de classiques et de textes, alors que l'origine d'une science en conscience vient justement en fait s'élaborer depuis la conscience. Et il n'y a pas eu autre science plus détaillée et plus approfondie en fait dans l'histoire de l'Inde, qui est celle qui est rapportée en fait dans ce qu'on appelle les tantras. Donc aujourd'hui, le mot tantra a plusieurs définitions, enfin il en a toujours eu. Il faut savoir que tantra, à l'origine, veut dire traité scientifique, science, élaboration en fait d'une technologie qui tente à expliquer justement les forces qui sous-tendent en fait cet univers et notre manière en fait de nous approprier en fait cette science. Donc par exemple, dans ma bibliothèque, si vous regardez, là j'ai un livre d'une science en Ayurveda qui s'appelle Agada Tantra. Agada Tantra, c'est la science des poisons. C'est-à-dire comment traiter les poisons en Ayurveda, de la piqûre de scorpion en passant par l'intoxication au cannabis ou à la datura. Et c'est une science qui vise, si vous voulez, à extraire le potentiel médicinal d'un poison tout en retirant sa toxicité. Donc le tantra, réellement dans sa première définition, c'est l'idée d'un traité qui élabore, on va dire, une technicité qui permet à la personne qui lit ou qui est initiée, on va dire, dans cette science, de s'approprier les lois de la nature, de les comprendre et du coup d'ouvrir le livre de la nature à son gré pour pouvoir explorer la conscience. Donc le tantra est un corps d'enseignement vivant qui est issu de l'expérimentation sensible de la trame de l'univers. Par exemple, aujourd'hui, tout ce qu'on appelle yoga, et notamment hatha yoga, et quand je parle de hatha yoga, je parle de yoga qui est élaboré avec de la force, c'est-à-dire qu'on va pousser des pratiques, qu'elles soient posturales, de souffle, sous forme de bandade, mudra ou comment dire, d'un ensemble en fait de ces techniques, ce qu'on appelle le hatha yoga, donc Iyengar, Kundalini yoga, Vini yoga, Vinyasa yoga, tous les types de yoga aujourd'hui en fait tombent dans le sens pratique de la définition du hatha yoga, dans ce qu'on appelle hatha yoga, c'est-à-dire le yoga de la force. On doit faire un effort pour déclencher un état. Et il faut savoir que le hatha yoga vient des tantras. D'accord? C'est le tantra qui a élaboré, si vous voulez, cette technologie qui permet, avec le travail d'une attention, dans un premier temps, avec l'aide d'outils qui peuvent être la respiration ou la posture du corps, et ou la posture du corps associée des fois à un mantra, à un nad, ou et ou à un mudra et bandha, crée, si vous voulez, un changement de conscience par un effort. Donc les tantras, c'est très vaste, c'est un ensemble de traditions qui tentent à identifier une technologie, un ensemble d'outils pour changer son état de conscience. Globalement, dans le tantra, cette dynamique de conscience et de l'énergie va développer, si vous voulez, un mouvement qu'on appelle spanda. Ce spanda est une pulsation, une vibration, où le tantra considère que toute chose vivante ou non vivante, enfin animée de vie ou pas, est dans un certain état vibratoire, une certaine fréquence, et que cette fréquence initie un mouvement de, comment dire, de contraction et d'extension. Et que ça soit l'univers, un atome, un être humain, un arbre, tout se situe, si vous voulez, dans cette relation entre Shiva, la conscience, Shakti, l'énergie, qui crée un spanda. On vient reprendre ce phénomène d'expansion et de contraction dans la lecture en fait phénoménale du monde, ou dans la philosophie, ce qu'on appelle le Padartha Vigyan,
de l'Ayurveda et de beaucoup d'autres traditions que de l'Ayurveda, on parle d'un processus, si vous voulez, de naissance des éléments qui vient du plus subtil, donc là de l'éther, en passant par l'air, par le feu, par l'eau et par la terre, où l'énergie va plus ou moins se coaguler, se condenser, jusqu'à se matérialiser pour prendre forme dans une entité physique. Et ce processus depuis le subtil au grossier est valable du grossier au subtil. D'une certaine manière, pour revenir à la diapo d'avant, on a un phénomène d'exploration du subtil, donc de la cache, de l'éther, vers la matière, vers l'élémentaire qui contient tous les éléments, et puis une contraction à nouveau où l'énergie et le grossier, si vous voulez, s'amenuise et redevient subtil pour revenir dans la cache et se libérer à nouveau à la conscience. Donc, tout dans l'univers se compose des 5 éléments, que cela soit des substances animées ou non animées. La prédominance d'un élément joue un rôle particulier dans la fonction d'une substance. L'Ayurveda et la connaissance de la vie par l'application des tantras nous permet en fait de nous saisir de ce livre intérieur et de comprendre ce monde dans sa dynamique et de sa manière de se garder, on va dire, à l'équilibre. Animé, on va être influencé par deux entités qu'on va retrouver à un niveau macroscopique et microscopique, que sont cette entité lunaire et solaire. C'est-à-dire dans cette régulation de flux, on va avoir deux grosses substances, l'une, le soleil, de qualité chaude et sèche, qui va intervenir sur cette dynamique, et la Lune qui est plutôt froide et humide, qui va intervenir sur cette dynamique et donc donner, comment dire, aussi bien au niveau du corps subtil de l'énergie que du corps grossier, des qualités, vont influencer des qualités et vont influencer notre dynamique, par exemple, au cours des saisons ou au cours d'un cycle jour-nuit, etc. Et donc, c'est à travers ces 5 éléments, l'influence de la Lune et du Soleil, que le yoga et l'Ayurveda va organiser sa dynamique et sa compréhension en fait de chaque système, de chaque individu, en le prenant toujours dans une notion, bien sûr, d'espace-temps. Donc, vous avez, si vous voulez, une dimension importante, celle d'un angle particulier formé à un endroit particulier sur Terre, sur un individu, par un angle et une conjonction lunisolaire, d'accord, qui va influencer et le corps substantiel, le corps grossier, et le corps subtil. C'est autour de ça que le yoga et l'Ayurveda essayent de comprendre comment un individu garde sa santé ou comment un individu la perd. Donc, ce corps est fait de 5 éléments. Toute substance dans l'univers est faite de 5 éléments qui se caractérisent par des qualités qui évoluent dans un espace-temps particulier, formant un angle constant avec la Lune et le Soleil. Donc que ça soit des substances, des endroits, des émotions, des ambiances de saison, tout, tout sur cette planète, sur cette dimension, va être porté par ces changements élémentaires. Et ces changements élémentaires, encore une fois, sont conditionnés aussi bien sur notre système physique que sur notre système physique et énergétique, pardon, subtil. Donc, les saisons, par exemple, hein, printemps, été, automne, hiver et toutes les intersaisons, vont être, si vous voulez, conditionnées par la position du Soleil et de la Lune, de la période de nuit et de jour qui, elle aussi, fait son spanda, influencer les structures au niveau physique et énergétique.
Et du coup, le corps va devoir s'adapter au niveau de son entité de solaire, son entité lunaire, son entité lunaire et son entité dynamique au niveau des pranas, s'il veut maintenir son équilibre. Sinon, s'il ne s'adapte pas, son spanda, si vous voulez, commence à se mettre en désaccord avec le spanda en fait de l'univers, et il va commencer du coup à devoir euh, chercher, puiser dans ses ressources vitales pour se maintenir à niveau. Tout ce qui n'est pas à niveau, tout ce qui n'arrive pas à se coordonner avec la musique de fond de cet univers, est voué en fait à dépérir, à s'oxyder, à rentrer dans des forces de catabolisation et à s'auto-consommer et se détruire pour pouvoir se rétribuer dans d'autres entités mieux adaptées et qui arrivent à garder mieux leur équilibre. En Ayurveda, on apprend à comprendre ces dynamiques, on apprend à comprendre les qualités qui émanent des éléments pour pouvoir avoir une grille de lecture universelle qui s'applique aussi bien aux Indiens qu'aux Français, aux Canadiens, aux Russes, aux Chinois. Voilà, ça n'a aucune importance. La culture ou la tradition n'a aucune importance. Bien qu'on parle de médecine indienne quand on parle de l'Ayurveda, on voit en fait tout simplement, j'espère que vous le comprenez à ce moment-là de la conférence, qu'on a affaire à une science, on va dire, universelle qui peut appliquer ces principes pour tout à chacun et n'importe où sur la planète. Et un lien entre le cycle des saisons, qui est un cycle de 365 jours, qu'on peut voir aussi dans un cycle qui est celui d'une respiration. Hein, on fait à peu près, on va dire, une quinzaine de respirations à la minute. Et nous avons aussi un microcycle saisonnal dans la respiration, c'est-à-dire que la phase respiratoire est aussi d'une certaine manière une est aussi un cycle saisonnal, où dans l'expiration, pardon, on va partir de l'inspiration plutôt, on va consommer une certaine forme d'énergie qui va avoir sa relation avec quelque chose lié au jour et lié à l'été. Donc c'est quelque chose, c'est un principe chauffant, bien que l'air froid rentre à l'inspiration, mais va être tout de suite chauffé et va pousser dans la respiration cellulaire dans un second temps et utiliser donc l'énergie par l'oxygène qui vient de rentrer donc dans un processus de catabolisme. Et on va avoir une suspension haute qui va marquer une pause dans la saison et qu'on a quitté il n'y a pas longtemps, qui était, on va dire, dans le mois de septembre, qui est une suspension qui va marquer un temps de basculement dans les gunas, dans les qualités, dans la respiration, où l'expiration va amener à plus d'introspection et plus de rétribution à l'intérieur, qui correspond à ces saisons de l'automne et de l'hiver, et qui à nouveau vont marquer une pause au niveau à peu près du printemps, fin janvier, début février, une suspension basse avant que la vie à nouveau se déploie au printemps dans une nouvelle inspiration. Donc quand on parle du soleil et de la lune, on peut l'avoir au terme de saisons influencées par des qualités, mais il faut savoir par l'intermédiaire de nos souffles et de notre respiration, mais aussi de la narine active au moment où celle-ci s'effectue, on va avoir une dynamique qui va capter plus ou moins en plus grande proportion des qualités froides et humides dans la phase du souffle en lien avec l'expiration dans le canal de gauche, en lien avec l'inspiration chaude et sec dans le canal de droit. Donc ça, à nouveau, c'est une science qui s'élabore dans les tantras
et qu'on appelle le Svara Tantra, qui est pour moi à l'origine en fait de l'Ayurveda, qui est notre capacité d'écouter nos narines, de savoir où est notre souffle, mais aussi où est le prana dans le souffle, comment celui-ci est influencé par les saisons et les différents éléments autour, et qui influencent l'individu aussi bien au niveau grossier que subtil, et de pouvoir du coup commencer à se lire depuis ses profondeurs. On a vu que cette première pure lumière de la conscience, dans sa manifestation, dans la création, a pris une première division. Dans notre monde et notre plan de réalité, cette première division a pris l'aspect, en fait, du reflet du soleil sur la Lune et de la lumière qu'elle renvoie sur Terre, et du soleil. Très vite, les anciens, et les anciennes, bien sûr, ont compris que cette première dualité dans la lumière amenait, si vous voulez, une dynamique dans le monde phénoménal, et on commençait à comprendre le monde dans une forme de dualité qui, selon l'Ayurveda, se classe dans des couples qu'on appelle des dvandjas, c'est-à-dire léger, lourd, chaud, froid, humide, sec, qui permettaient non seulement de mettre en mouvement la création, hein, et on a vu que cette création était mise en mouvement par ce qu'on appelle Shakti, donc ce principe féminin de conscience et de créativité, et commençait à ordonner en fait la conscience unique, qui est donc Shiva, et qu'on avait représenté d'ailleurs par ce dessin du point et du cercle. Donc à la base, une entité fixe qui contemple la création sans nécessairement avoir d'intention, enfin, qui a une attention complète, pardon, mais qui n'a pas d'intention nécessairement propre à aucune manifestation. Et puis du coup, ça paraît être Shakti, qui elle aussi est conscience et se place au centre, mais se met dans une dynamique de création pour la mise en mouvement du monde phénoménal. Si vous voulez, les énergies intérieures, donc qui sont représentées par le serpent, et les énergies extérieures, donc qui sont représentées par le dragon, se dévorent l'un et l'autre pour le miracle d'une seule chose. Donc cette diapositive est là pour vous montrer aussi que dans nos traditions, donc là j'ai fait appel à la tradition hermétique liée qui a pour origine la Grèce, l'Égypte, et puis le celtisme, et qui a pris et qui a repris dans les symboliques des choses qu'on trouve dans d'autres cultures, notamment ce que je viens d'expliquer, et qui représente ce lien entre l'intérieur et l'extérieur, donc entre ces énergies, et le besoin à un moment, si vous voulez, pour nous éveiller, que ces deux énergies se réunissent, se conçoivent en fait comme le miracle d'une et une seule chose. Donc derrière, il y a bien sûr l'arbre de la connaissance qui nous rappelle que c'est une fois que ces deux énergies sont liées, c'est une fois que notre compréhension de l'extérieur et de l'intérieur se lie d'une certaine manière dans un émerveillement assez enfantin, assez spontané, que nous devenons cette perfection de la nature et que nous la comprenons dans son intégralité. Les deux entités primordiales qui régissent les saisons sur Terre, et par laquelle l'Ayurveda comme le Tantra comprennent le monde, ce sont les énergies et la lumière solaire et la lumière lunaire. On a cette, si vous voulez, cette entité lumineuse fixe qui donne sa lumière d'une même manière à tout le monde, qui est le soleil et qui représente la conscience, donc Shiva, et une lumière qui, elle, évolue cycliquement au cours de chaque mois, et qui rétribue quelque chose de dynamique, et qui est lié du coup à ce qu'on appelle Shakti. Ce sont donc ces deux entités, dans leur dynamique réciproque et leur recherche d'équilibre, qui créent la vie sur Terre et qui la maintiennent.
Les saisons s'organisent autour de ces deux éléments. Premièrement, par en astronomie ce qu'on appelle en fait, qu'est-ce qu'on appelle saison? C'est un intervalle de temps dans laquelle notre Terre se trouve dans un espace donné et qui est régi, si vous voulez, par sa révolution autour du Soleil, hein, donc ce qui est représenté sur la diapositive en haut à gauche, donc qui est de 365 jours environ, et aussi d'un axe, un axe qui fait 23,3 degrés et qui lui est rendu possible par la proximité de la Lune. C'est-à-dire que l'hypothèse actuelle de l'inclinaison de la Terre sur son axe et qui fait consensus aujourd'hui, il y a beaucoup de théories, mais celle qui fait consensus aujourd'hui, c'est celle qui dit que d'une certaine manière, il y a 4,5 milliards d'années, ou 5 milliards d'années, euh, un objet non identifié enfin, parti dans un coin de d'un, d'un coin de l'espace, a percuté la Terre, qui elle était sur un axe vertical de 0 degré, donc comme Mercure. Donc sur cet axe vertical de 0 degré, Mercure actuellement, par exemple, n'a pas de saison. C'est-à-dire que le jour, la partie exposée au Soleil, il fait, je crois, plus de 400 degrés, et la partie qui est exposée à l'espace fait moins 280 et des brouettes degrés. Donc il n'y a aucune saison. Ce qui est exposé à la lumière, Mercure tourne sur un axe à 0 degré, il fait chaud, et ce qui n'est pas exposé, il fait froid. La Terre était à peu près dans les mêmes conditions dans ces époques-là, et quand elle a commencé à se mettre sur son axe, par la percussion en fait de cet objet qu'on appellera plus tard la Lune, et qui est fait de particules arrachées à la Terre, mais aussi de matière cosmique, et puis composé de l'entité même qui a percuté cette Terre. Cet objet, en se mettant en rotation autour de la Terre, a commencé à avoir une influence réciproque gravitationnelle avec la Terre et l'a mis du coup sur un axe. Qu'est-ce que permet cet axe? Eh bien, il permet à la Terre d'avoir une incidence de rayons du Soleil particulier, permettant une variabilité dans ce que la Terre reçoit en lumière et en chaleur, et ce qui va créer du coup ce qu'on appelle des saisons. Donc c'est bien une conjonction entre la Terre et la Lune dans un espace-temps particulier qui crée les saisons et qui a permis aussi à l'apparence de la vie sur Terre. D'accord? C'est par cette influence du Soleil et de la Lune que l'eau qui était présente sur Terre a commencé, si vous voulez, par les différences de température et les différences de saison, et les micro-organismes qui se sont révélés et qui ont pu s'y développer, créer une première gangue d'atmosphère qui s'est établie sur plusieurs milliards d'années pour nous permettre aujourd'hui d'avoir une vie en équilibre sur Terre, enfin relativement en équilibre, on va dire. Ces mouvements de montée d'air chaud et froid permettent de perpétuer le travail de la Lune et du Soleil dans un équilibre atmosphérique, permettant un lissage de tous les couples de qualité qu'on a vu dans la première conférence, hein, vous vous rappelez, léger, lourd, humide, sec, chaud, froid, permettant à la vie, si vous voulez, d'être régulée par des cycles qu'on appelle saisons, par exemple dans un cycle végétatif chez une plante ou dans un cycle reproductif pour la plupart des animaux. D'accord? Ces courants d'énergie miment les courants d'énergie dans notre corps énergétique, hein, liés donc à un aspect chaud, sec et froid, humide, qu'on retrouve donc dans les nadis qu'on a commencé à décrire à la première conférence, donc de Ida, froid humide, et Pingala, chaud sec, qui vont répondre aussi de ces qualités atmosphériques et qui vont permettre aussi de faire circuler des impressions, ou en tout cas
nous permettent nous-mêmes de rentrer dans des cycles biologiques internes, déjà par le subtil et tout doucement vers le grossier. Donc d'une certaine manière, la planète a aussi ses nadis, elle a aussi ses courants chauds et froids, humides et secs, aussi bien à un niveau atmosphérique, au niveau aérien, que au niveau océanique. Tout ça, encore une fois, crée un spanda, un mouvement autorégulé, autorégulant, par la dynamique des vailloux qu'on a vu aussi dans la première conférence et qui va animer toute la biologie, toute la vie sur la planète, de la même manière où toute notre vie intérieure et biologique va s'animer. En fonction de l'endroit où on se place sur Terre, nous sommes toujours et constamment à la conjonction d'un angle formé par l'influence de la Lune et l'influence du Soleil, qui va influencer l'espace autour de nous, ce qu'on appelle la Torre, notre environnement, et notre environnement, donc c'est-à-dire depuis notre corps subtil, va faire répondre notre corps subtil et organiser notre... Ce spanda est perpétuel et continu, que nous sommes en fait constamment dedans, sauf que on peut être, comme à l'image de ce poisson, dans le bocal et d'être séparé de cette vibration, parce que pris dans notre mental, pris dans dans nos schémas réactionnels depuis le corps causal, et oublier en fait que nous sommes en perpétuelle danse avec l'univers, d'oublier d'être spontanément dans cette danse et de perdre le son spontané du cœur, de cette entité primordiale et interne, et de nous disperser dans les autres sons de la vibration cosmique et du corps et de tous les schémas réactionnels. Dans l'Ayurveda, nous avons aussi des outils simples d'observation, des observations à ce qu'on mange, des observations à ce qu'on fait, à comment on le fait, des observations aux saisons, de nos comportements dans ces saisons qui nous relient à ce spanda et nous permettent d'avoir des outils qui nous permettent d'objectiver notre rapport au monde, tout en laissant aussi la place à nous faire surprendre dans cette subjectivité du spanda, dans notre sensible, et de pouvoir nous laisser nous immerger totalement dans aujourd'hui. Donc cette dynamique d'équilibre est autorégulante et générée par la polarité solaire-lunaire dans un espace-temps donné. C'est ça qu'on appelle saison. Et on a en Ayurveda ce rapport au microcosme et au macrocosme, et on a cette phrase très connue, donc qui est tirée de la Sushruta Samhita, qui dit: de la même manière que la lune, le soleil et le vent, donc Kapha, Pitta, Vata, maintiennent la terre en lui donnant, lui enlevant et faisant circuler l'énergie, les doshas, Kapha, Pitta, Vata, donnent, font circuler, extirpent de l'énergie au corps. L'Ayurveda est la connaissance de la vie nous permettant aussi bien de comprendre notre relation introspective au monde à l'intérieur de nous et de la comprendre aussi à l'extérieur. L'activité de la Lune, la versatilité de la Lune et de toutes ses phases organise notre rapport au mental et au prana et va organiser le prana dans le corps. Donc cette entité pranique est en charge de garder et de structurer l'énergie dans le corps, d'accord? Pour faire opposition à qui, bien sûr, à Apanavayu. Hein, et une des grandes définitions dans le tantra, en fait, de ce qu'est yoga, c'est la conjonction de ces deux vayus. Apana qui est un rapport de mort, de transformation, de désintégration, d'élimination, et de prana qui est une entité de construction, de nutrition, de vitalisation en fait du système. Mais les deux sont importants et les deux doivent être en équilibre. Donc la Lune et le Soleil constamment maintiennent cet équilibre. D'accord? Dans Ida, dans Pingala, et bien sûr par une entité relationnelle entre ces deux pôles qui les maintient, qu'on appelle Vata. Et tout ça va s'organiser sur un mouvement d'expansion et de contraction sur l'année,
Et c'est là où on va arriver maintenant aux saisons, que je divise en deux, puisque c'est la première division qu'on retrouve dans les chapitres du Rotocharya, dans les vieux textes sanscrits, qui répertorient en fait la dynamique des saisons. Une course nord, qu'on appelle solstice nord, mais c'est plus juste de l'appeler course solaire nord, qu'on appelle Uttarayana, qui veut dire que le soleil, quand on le regarde à midi et qu'on se dirige, enfin, qu'on regarde vers le sud à l'horizon, le soleil, dans cette période, a tendance jour après jour, en fait, à monter vers le nord qui se trouve du coup derrière nous. Et une autre période, donc c'est une saison chaude, d'une certaine manière, et une autre période qu'on appelle Dakshinayana, donc la course du soleil sud, où la même personne, en regardant le sud à midi, va voir effectivement l'astre solaire jour après jour redescendre sur l'horizon et qui amène une saison, on va dire, dite froide. Donc on va organiser, en tout cas en Ayurveda, on organise les saisons de cette manière-là. Une saison dite chaude, où le soleil monte vers le nord à chaque jour, et qui va donner au soleil une position dominante, avec des vents généralement secs et chauds, qui vont avoir cette tendance à extirper l'humidité de la Terre. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le soleil va prendre de l'énergie, va prendre de la ressource à la Terre. Donc, pourquoi dans certaines saisons on se comporte comme ci ou comme ça? Pourquoi des fois on sent que dans l'énergie il y a des choses qui ont shifté alors que dans le corps, c'est pas encore clair? Pourquoi dans le corps, ça chiffre plus tard, alors que des fois, dans l'énergie, ça a déjà bougé sur autre chose? Mais comment tout ça s'organise d'une manière extraordinaire, dans une perfection bluffante, et nous permet d'avoir accès à cette beauté de la nature, à cette beauté, en fait, de, de, de ce livre, de la connaissance qui est en nous par les saisons. Donc on va voir cette influence des cycles lunaires sur le prana et le mental. Et il faut savoir que le prana et le mental sont, comment dire, intimement liés dans le tantra et dans le yoga, puisque il y a ce fameux verset qui dit Chale vate chalam chittam nichale nichalam bhavet, qui veut dire là où va le mental, là où va la conscience, va l'énergie, va le prana, et là où va le prana, va la conscience. C'est une grande loi, un grand principe en fait du tantra, qui est essentiel en fait à la pratique du yoga, qu'il soit postural ou du souffle. En tout cas, dès qu'on vient poser une attention sur un espace, automatiquement l'énergie y répond. À partir du moment où une énergie est focalisée sur un espace, le mental y répond. Donc pour aller un petit peu plus loin dans la définition même de ce qu'est le tantra, j'ai dernièrement retrouvé un verset qui fait partie de la Sushruta Samhita, dans sa partie Sharirasthanam, c'est-à-dire dans la partie qui est liée à la description du corps. Il dit, donc on va partir du coup de l'aspect le plus physique, en fait, la physicalité de cette énergie tantrique, en partant de deux entités que sont le gamète mâle et la gamète femelle, qui, dans leur union, vont créer, si vous voulez, la chose peut-être la plus incroyable qui soit, c'est la création d'une autre entité, une entité lunisolaire qui émane en vérité de ce qui est contenu en potentiel dans cette semence mâle et cette semence femelle. Donc je vous rappelle que cette semence, et ça nous renvoie à notre première conférence sur l'influence de la Lune et du Soleil sur les substances. Ces semences, donc la semence mâle est une substance, on va dire, lunaire, hein, donc dans ce verset qu'on appelle Somya, de nature fraîche et humide, et la semence femelle, qui est aussi est une substance, elle est de nature solaire et de nature chaude. euh, 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 et dans leur rencontre, elles vont, si vous voulez, non seulement se contenir l'une dans et par l'autre, mais elles vont avoir une infinité comme une répulsion mutuelle.
Et c'est ça qui va créer cette réciprocité dynamique qu'on a vue sous la forme d'un spanda et qui va inclure du coup ce jeu des 5 éléments. Donc dans ces 5 éléments, on retrouve cet élément feu et cet élément eau qu'on trouve dans cette semence mâle et femelle, mais on le retrouve lié aux autres éléments qui sont inclus dans ces semences mâles et femelles, donc dans Shukra et Altara, et dans ce jeu des opposés, de répulsion et d'affinité mutuelle, le fait que la semence mâle contient aussi la semence femelle et que la semence femelle contient aussi la semence mâle, ce jeu extraordinaire et d'une puissance phénoménale va faire le miracle d'une et une seule chose. Histoire, je veux revenir simplement sur sur ces principes immuables et universels propres à ces deux courants qu'on retrouve avec ce yin et le yang, donc un principe mâle solaire, un principe femelle lunaire, et dans ce principe lunaire, on retrouve ce point où on retrouve l'essence mâle, et dans ce principe mâle, on va retrouver ce principe femelle sous la forme d'un point, et ce qui vient, si vous voulez, illustrer ce verset qui est extrêmement profond et puissant, où derrière, on dit que la semence mâle comme la semence femelle se contiennent l'une dans et par l'autre, ont une affinité comme une répulsion mutuelle, créant une réciprocité dynamique, incluant le jeu des 5 éléments pour le miracle d'une seule chose. Et tout ça dans un jeu qu'on a vu dans les 2 premières conférences, ce jeu du spanda, ce jeu de cette vibration qui vient animer tout le jeu de la création, dans une dimension de création, de maintien et de transformation. Le tantra va décrire tout un système énergétique particulier qui euh, ouvre un canal digestif, si vous voulez, dans l'énergie propre à aller intégrer certains types d'énergie liés au solaire dans différentes dimensions. Donc on avait énuméré Pitta, Agni, Pingala et Apanavayu. Et un canal, on va dire, digestif dans l'énergie qui vise à transformer ce qui est reçu de ce spanda dans l'univers au travers Kapha, Ojas, Ida et Prana, du grossier, on va dire, au subtil. Donc, pour tous ceux et toutes celles qui pratiquent le yoga, ça vous est très familier, en tout cas en théorie, il n'est pas toujours évident d'y rentrer, on va dire, subtilement. Souvent d'ailleurs, quand on pratique le pranayama, on va pratiquer un pranayama extrêmement grossier, basé sur le souffle, avec parfois un soupçon d'attention, nous permettant effectivement de commencer à découvrir à un niveau grossier ces canaux par les narines. Mais ces canaux ne fonctionnent pas exclusivement par les narines, mais vont fonctionner plutôt dans un rapport justement au prana et au mental, et dans un système d'attention qui va amener le pranayama dans ce qu'on appelle pratyahara, c'est-à-dire un retrait d'essence à l'intérieur, qui n'est pas simplement un retrait qui nous coupe du monde, mais qui plutôt nous permet d'être en maituna, c'est-à-dire en totale union sexuelle, en fusion, on va dire, avec le monde, dans un pranayama qui vient se saisir de ces deux entités prana et manas pour pour que l'individu puisse commencer à construire son énergie et surtout à tenir son énergie. Et on va voir que cette tenue d'énergie et cette exploration de l'énergie par le mental et par le prana est gouvernée par la Lune. On va maintenant détailler un petit peu l'influence de la Lune sur ce système de l'énergie, puisque c'est surtout la Lune qui va nous parler de de cet aspect versatile, on va dire, du mental. Rappelez-vous, hein, le soleil symbolise Shiva, donc le Purusha, celui qui est fixe, qui est passif, qui ne change pas dans l'intensité de sa lumière, alors que la lune
va nous parler de la Shakti, de l'aspect féminin qui va porter cette entité fixe du soleil et va le refléter dans différentes phases et qui va donner un mouvement et qui va être propre à l'influence sur l'énergie et le mental. Donc la Lune a différentes phases, elle a deux phases. Ces deux phases sont essentielles puisqu'elles vont jouer un rôle extrêmement important dans notre rapport à l'énergie. D'une certaine manière, il y a une progression de l'énergie de la Lune noire à la pleine Lune et de la pleine Lune à la Lune noire dans des mouvements de l'énergie qui sont assez différents. Donc cette lune est constamment en train de bouger, elle reçoit la lumière du soleil, elle nous la retransmet sous différentes phases. Et je vous rappelle ici que la lune va notamment avoir une influence sur l'élément eau et sur l'élément terre. D'accord? Donc comme elle l'a sur la planète Terre, hein, elle va avoir une influence sur les marées notamment et sur l'eau, qu'elle soit dans les océans ou qu'elle soit dans les plantes ou dans nos tissus, et que cette eau est chargée d'une information. Cette eau est chargée d'une mémoire. Et cette eau va bouger d'une manière subtilement et va venir mettre en valeur, va mettre en mouvement, si vous voulez, une mémoire qui nous est propre. Elle influence notre mental puisqu'elle agit sur notre élément eau et notre élément terre, donc sur les 5 éléments qu'on retrouve dans chaque substance, sur ces éléments les plus lourds, les plus aqueux, les plus onctueux, et qu'on va retrouver dans le corps, hein, puisqu'on est fait à peu près de 60% d'eau, une eau qui est principalement intracellulaire, puis extracellulaire, et qui contient de l'information. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que dans le tantra, en tout cas dans certaines lignées, notamment dans la lignée dont je fais partie, on commence assez tôt à s'intéresser à la lune. Et on reprend en fait une loi qui est assez simple. On ne peut pas nécessairement être réellement influencé par quelque chose envers laquelle on n'a aucun intérêt. C'est-à-dire d'une certaine manière que la Lune va toucher et va avoir une influence sur tout le monde, mais il y a des êtres plus sensibles d'une part, et parmi ces êtres plus ou moins sensibles, il y a des gens qui vont s'intéresser à la Lune et à son influence en fait sur notre système. Donc dans le tantra, quand on commence à explorer l'énergie, notamment le rapport du mental avec l'énergie, donc de prana et de manas, on va s'intéresser automatiquement à la Lune et à son influence dans ces différentes phases. On va avoir dans la Lune une danse, comme je vous disais, qui va s'opérer de la Lune noire à la Lune pleine avec une Shakti qui va tout doucement s'éveiller à sa propre énergie et qui va décider de s'explorer. C'est-à-dire qu'elle va quitter Shiva, elle va quitter la conscience, sans jamais le quitter complètement, et elle va commencer à gagner de la lumière, c'est-à-dire que le disque lunaire va sortir de son ombre et va gagner en lumière petit à petit. D'accord? Donc au fur et à mesure, du premier jour après la lune noire, puis le deuxième, le troisième, etc., jusqu'au 15e jour qui va porter la pleine lune, la Shakti, on dit que l'énergie va s'explorer, va être très curieuse et va avoir envie de découvrir en fait ses siddhis, donc ses pouvoirs, va devoir découvrir son potentiel créateur en s'éloignant en fait de la conscience. Donc là, on est sur la gauche de la diapositive avec une Shakti en bas qui est Tripura Sundari, qui est complètement éveillée et ouverte, alors que Shiva, lui, est en méditation et a les yeux fermés. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une énergie d'extraversion dans le mental qui est plutôt portée sur l'extérieur et sur la découverte du monde phénoménal et qui fait Maituna, c'est-à-dire qui fait union
sexué, sexuel avec, enfin, porte sa sensibilité, son union vers l'extérieur, intérieur, alors que de la lune pleine à la lune noire, on est dans un schéma inverse où la Shakti s'est complètement explorée d'elle-même, mais elle commence à languir de Shiva, de son amoureux, et va avoir envie dans sa danse de se rétracter de son extraversion pour revenir en fait à l'intérieur. Et donc de la lune pleine, le disque lunaire va perdre petit à petit de sa lumière jusqu'à arriver à la lune noire, où là, on retrouve une Shakti qui se coupe la tête, c'est-à-dire qu'elle s'enlève les sens, elle s'enlève dans sa capacité extravertie, elle va récolter son sang à l'extérieur qui porte l'information et l'énergie de son extraversion dans Shukla Paksha, hein, dans ce courant, on va dire, de la pleine lune, pour rétribuer l'énergie à l'intérieur, se dépouiller de son expérience extraverti pour aller se saisir de la connaissance portée par cette expérience du premier cycle lunaire vers une intériorité. Et là, Shiva, la conscience, ouvre les yeux à nouveau. Donc tout ça est l'essence même du Tantra, dans un spanda, d'exploration de l'énergie par rapport aux phases lunaires d'une certaine manière extravertie dans une première phase, puis une rétractation de cette énergie qui vient déposer l'expérience à l'intérieur dans une phase d'introversion où Shiva, où l'énergie revient, donc le prana revient au mental qui devient du coup Purusha sous la forme de Shiva. Donc l'influence de la Lune, il faut savoir, n'est pas pareille pour tout le monde. Donc l'action de la Lune sur le mental n'est pas pareille pour tout le monde. On n'est pas tous prédisposés de la même manière, et d'une. Deuxièmement, le fait de s'intéresser à l'influence de la Lune va jouer énormément. Donc ça dépend pour qui sait si les personnes ne sont pas très bien guidées. Le fait de s'ouvrir à l'influence de la Lune peut être assez délicat puisque les gens se rendent de plus en plus sensibles, mais ils ne savent pas gérer ces énergies. Donc il faut être bien guidé. Et ceux qui peuvent avoir cette guidance et qui peuvent justement comprendre l'influence de la Lune sur leur mental par rapport aux différentes phases de la Lune, c'est un chemin initiatique absolument extraordinaire. Pour revenir à cette notion de spanda, on a cette lune, si vous voulez, qui va de la lune noire à la pleine lune, où vous avez une énergie solaire avec un pouvoir sur les choses et on construit sa destinée, son armure. C'est-à-dire que de la lune noire à la pleine lune, quand la Shakti fait l'expérience d'elle-même et quitte la conscience dans son aspect créatif, les énergies de la lune vont plutôt remplir quelque chose à l'intérieur du corps, mais en surface et vont utiliser une certaine énergie de l'intérieur vers l'extérieur. OK? Alors que sur l'autre mouvement de la lune pleine à la lune noire, on est plutôt dans une énergie lunaire qui est un pouvoir d'accueil et de réceptivité, où là on apprend à enlever l'armure, hein. C'est ma symbolique du homard, là, de l'écrevisse dans la carte de la lune, et qui permet justement d'intégrer les énergies de la lune qui ont été expérimentées à l'extérieur vers l'intérieur. Et tout ça, du coup, se fait bien sûr dans ce système lunisolaire des nadis, où à travers le sphara, c'est-à-dire à travers les mouvements du souffle et de l'énergie des narines, en relation avec la lune et le soleil, l'énergie va se déplacer sur certains points dans le corps. Donc, le tantra aussi, c'est ça dans sa profondeur, cette capacité à unifier, à s'unir, à unir l'énergie du mental et de l'énergie dans des points particuliers, en connaissance en fait des mouvements de croissance de la Lune et de décroissance de la Lune. Hein. Et
il y a du coup un vrai rapport à la nature et à ses énergies, où le corps est vu comme un temple.